Alexandra Allègre-Pilot, bonjour, vous êtes députée UDR de la Bonjour. 5e circonscription du Gard. Je crois que vous nous entendez bien. Oui, Parfait. Merci beaucoup d'être avec nous en cette période, puisqu'on le sait, vous êtes très occupé en ce moment sur le budget qui intéresse les Français, même si on n'y comprend plus grand-chose. On va en parler dans quelques instants. Mais avant cela, je vous prends un peu de cours, pardonnez-moi. J'aimerais qu'on parle de ces poupées Shein en quelques mots, puisque donc vous avez partagé un signalement hier soir, donc au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Est-ce que vous pourriez nous hmm, expliquer, voilà, en quelques mots, pourquoi est-ce que vous avez réagi et en quoi cela consiste? oui, absolument. J'ai vu comme un certain nombre de Français que Shein commercialisait des poupées pédopornographiques qui sont des reproductions assez réalistes d'enfants comportant des organes génitaux permettant de simuler des rapports sexuels et qui étaient donc commercialisés en France. Ça a été dévoilé par le journal Le Parisien, et ça a été confirmé par la DGCCRF, donc l'État français. Et il m'a semblé important de saisir le procureur de la République pour que les responsabilités soient trouvées, puisque c'est quelque chose quand même de totalement illégal dans notre pays, pour que les responsabilités soient identifiées et que les poursuites soient engagées contre les vendeurs, les clients et Shein en tant qu'intermédiaire. Hmm. Alors, c'est assez intéressant de constater qu'on se retrouve avec ce genre de poupées accessibles sur le marché français européen, au même moment qu'on nous explique que justement on va se mettre à contrôler tous les réseaux sociaux de monsieur et madame tout le monde, justement pour lutter contre la pédopornographie. On s'étonne un peu qu'avec une telle volonté, nos dirigeants n'aient pas saisi l'occasion et soient passés à côté de la chose. Là-dessus, c'est un sujet sur lequel, alors, ça va même au-delà, il y a l'aspect pédopornographie, sur lequel on est relativement impuissant, on constate, et il y en a un autre sur lequel on est encore plus impuissant, c'est celui de la fraude globale par ces plateformes qui nous commercialisent des produits qui viennent d'Asie, sur lesquels on n'a quasiment aucun contrôle. On a voté une proposition de loi là-dessus l'année dernière en Assemblée. J'avais interrogé la ministre à ce sujet sur la capacité à contrôler justement les produits qui viennent chez nous. Et on est extrêmement impuissant là-dessus. En fait, on a des nombres de produits qui se déversent dans le pays à travers des colis et qui sont absolument pas contrôlés parce que les moyens de la douane sont assez limités là-dessus. Et puis parce que disons, la détection de fraude ne donne pas lieu forcément à rémunération de la fraude. Donc, vous ne faites pas payer le coût de la qualité, en quelque sorte. Hmm. Merci de nous en avoir dit quelques mots, Alexandra Allègre-Pilot. Et donc, on repasse sur le sujet que je vous avais promis initialement, promis aux auditeurs également, le budget. On essaie d'en parler régulièrement. C'est assez compliqué pour les Français de suivre les différents débats qui ont lieu en ce moment à l'Assemblée nationale. Votre collègue Hanan Mansouri disait d'ailleurs que, au-delà des débats concernant le budget, elle avait plutôt l'impression qu'on assistait désormais à un règlement de compte et que le budget n'était plus qu'une excuse. Est-ce que vous pourriez nous parler de la forme justement de ces débats? C'est assez amusant. Il n'y a pas longtemps, Louis Rigaudière, mon collègue, écoutait une vidéo d'échange pendant l'Assemblée nationale. J'avais pas l'image, seulement le son, et je pensais qu'il s'agissait d'un d'une de supporters sportifs qui se prenaient à partie à la bord d'un match, et je lui ai demandé ce dont il s'agissait. Il m'a dit non, non, c'est l'Assemblée nationale. Il n'y a pas encore de holà, mais ça viendra Mm. dans les tribunes. Plusieurs éléments. Effectivement, il y a des débats qui sont assez caricaturaux. Il y a plusieurs raisons à ça. J'en vois au moins trois. La première, c'est que on a des groupes à l'Assemblée qui ne partagent plus les principes fondamentaux. Et si vous voulez discuter avec quelqu'un, c'est Aristote qui nous le disait, il faut au moins partager un principe. Si vous avez aucun principe, si la notion d'égalité, vous la comprenez pas pareil, si la notion de solidarité, vous la comprenez pas du tout pareil, et ben en fait, vous pouvez pas parler d'égalité, de solidarité. On revient toujours au principe quand on discute, en fait. Donc, si vous êtes déjà sur un hiatus, sur ce qu'il y a de plus fondamental, vous ne pouvez pas vous comprendre. Et quand on a dans une assemblée tout fait pour élire des personnes qui ne se comprenaient pas, avec des alliances totalement contre nature, eh bien, vous n'avez plus une assemblée, vous avez une volière. Donc ça, c'est le premier point qui explique le fait on n'a pas vraiment de débat. Parce qu'en fait, on se hurle dessus. Enfin, moi, je ne hurle pas, parce que je fais tout pour pas le faire. Mais on a des personnes qui se hurlent dessus, parce qu'elles ne se comprennent pas, ou ne veulent pas se comprendre, ne peuvent pas se comprendre. Ça, c'est le premier point qui est un peu, disons, structurel, quoi. Le deuxième point, c'est qu'on a une montée
disons, de stratégie de communication de la part des députés. Vous disiez, vous écoutiez, vous, les enregistrements, mais en fait, 80% des députés qui s'expriment dans l'hémicycle s'expriment pour leur TikTok, pour leurs réseaux sociaux, et pas pour leur interlocuteur naturel qui est le député d'en face, d'à côté. Et ça pose un problème énorme à mon sens, parce que si vous regardez une journée, si vous faites vraiment la souffrance de vous infliger une journée de débat à l'Assemblée nationale, vous verrez à peu près 15 fois les mêmes interventions. Donc, imaginez ce qu'on s'impose, nous, parce que ces personnes-là veulent juste dire la même chose pour la publier sur leurs réseaux sociaux. Par ailleurs, ces interventions sont forcément extrêmement caricaturales, grossières, pour ne pas dire vulgaires, parce qu'elles visent vraiment l'émotion. On ne veut pas vraiment faire avancer le débat. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai remarqué. Et donc, en fait, je pense, et ça peut sembler paradoxal, que la présence des caméras dans l'hémicycle peut poser problème. On a déjà des retranscriptions écrites, mais les caméras sont détournées de leur intérêt premier. Donc, c'est de la mise en scène permanente. La mise en scène, c'est la mise en scène qui prend le pas sur la réflexion, sur le travail collectif, sur le débat. Donc, en fait, on parle pas mes interlocuteurs ne parlent pas pour débattre. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point qui est particulier avec ce budget, c'est que, et ça, c'est ma conviction, c'est qu'on a un budget pour lequel tout est fait pour ne pas aller au but. Donc, vous le savez, on a des délais constitutionnels à respecter pour pouvoir voter un budget. Et nous avons si on tient compte de la date de dépôt, jusqu'au 24 novembre pour voter ce budget. À partir de cette première partie, si on n'y arrive pas à voter, à faire ce premier vote à l'Assemblée nationale, alors le budget part au Sénat, puis reviendra en commission mixte paritaire. Voilà, c'est toute la tuyauterie de l'Assemblée nationale. Et si à l'issue de ces trois étapes, on n'a pas encore respecté les délais constitutionnels de 70 jours, alors le gouvernement pourra prendre le projet de loi de finances par ordonnance, sans avoir à passer par le vote de la représentation nationale. Et donc, il me semble, là, on doit être à l'article 5 aujourd'hui, je crois que sur la première partie de PLF, il doit y en avoir 49 ou 47. On est qu'à l'article 5. Et donc, je suis quasiment sûr que d'ici le 24 novembre, on n'y arrive pas, parce que tout est fait pour gagner du temps. On a des débats qui traînent en longueur volontairement, des explications de la part du gouvernement qui sont volontairement extrêmement longues, avec des anecdotes. Voilà, on a droit à des anecdotes dans l'hémicycle sur le Jura, sur différentes choses. Et donc, il y a un sentiment d'impuissance qui est très fort, en tout cas qui monte chez plusieurs députés, puisqu'on se dit qu'on fait partie d'un simulacre. Oui. Alors, d'ailleurs, on recevait l'économiste Philippe Béchade hier à notre antenne. C'est un entretien de Richard Dessès que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur le site internet de la radio, chers auditeurs. Et il nous disait que c'était probablement dans l'intérêt d'Emmanuel Macron, que c'était peut-être même un calcul de sa part et donc de la Macronie pour pouvoir justement récupérer le dossier du budget, reprendre les choses en main. En se basant donc sur l'échec de l'Assemblée et récupérer ses pleins pouvoirs qu'il affectionne tant. Est-ce que vous trouvez cette analyse plausible, Alexandra Legrepillo ? C'est très 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 probable. Non, c'est très très probable. Ça permet de maintenir un budget. Voilà, sur le budget initial, enfin sur le PLF initial, il doit y avoir plus. Ça dépend des estimations, mais 17 à 19 milliards de dépenses, voilà, supplémentaires par rapport à l'année dernière. Déficit, on va se retrouver à peu près 5%, un peu moins. Donc ça permet de ne pas tenir compte du vote des députés. Attends, on a raison, mais c'est une stratégie. Le problème, c'est que c'est une stratégie. Moi, je suis payé pour travailler. Là, je suis payé pour faire le cirque, si vous voulez, ou faire semblant de travailler. Donc quand je suis dans l'hémicycle de 9h à minuit, se dire que tous nos votes ne servent à rien, et que c'est calculé, ça c'est encore autre chose, et que c'est calculé, ça me semble problématique. Ouais. Aujourd'hui, si on s'intéresse donc aux détails de ce budget, enfin voilà, et que on essaie d'ordonner un petit peu toutes les infos qui sortent dans la presse. Et encore une fois, pour les Français, c'est particulièrement compliqué de suivre les discussions, ce qui est voté finalement pas, et puis qui prend position sur quoi. Voilà. Ce qui semble quand même ressortir, c'est qu'actuellement, on a toute une partie de l'hémicycle qui estime que les Français pourraient payer
encore plus d'infos. C'est votre collègue Géraud Verny qui s'exprimait dans Valeurs Actuelles récemment, qui disait « La France s'enfonce dans un socialisme violent et confiscatoire ». Bon, j'imagine que vous avez à peu près la même position, mais est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots sur justement cet aspect confiscatoire, surtout, Alexandre Allègre-Pilot? La France l'a toujours un peu été, hein. La France, ça reste un pays très socialiste. Sociologiquement parlant, on a des comportements très socialistes. C'est pour ça qu'on a ce taux de prélèvement obligatoire, il n'est pas arrivé du jour au lendemain, hein. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a réussi quand même à balayer, à écarter la plus grosse volonté, disons, confiscatoire, qui était la taxe Zuckman, hein. On va y revenir. C'est des taxes qui rentrent par le petit bout de la lorgnette, mais qui trouvent après vite une base élargie. Voilà, donc ça c'est un point assez important. Après, effectivement, si on tient compte des argumentaires qu'on retrouve quotidiennement dans l'Assemblée nationale, c'est à peu près toujours les mêmes. On a des grandes distinctions qui sont faites et qui sont assez grossières. Voilà, vous avez d'un côté les riches, de l'autre le peuple. Déjà, voilà, ça c'est intéressant de savoir ça, c'est que si vous faites partie des 10% les plus riches de la population, comme tous les députés, en formation, hein, comme tous les députés, alors, même s'ils ne s'en rendent pas compte, alors vous êtes considéré comme à la marge du peuple, en quelque sorte, hein. Et donc là-dessus, il y a la volonté d'aller ponctionner de façon supérieure à ce qui est déjà le cas, cette catégorie de population de façon très caricaturale, même si après, quand on regarde dans le détail de l'amendement, c'est bien plus large que cette catégorie de population. Donc là, on retourne dans des choses très, très, très caricaturales sur lesquelles il est très difficile d'argumenter, en fait. Si vous voulez. C'est très difficile d'argumenter, c'est quelqu'un qui est un peu fanatique. C'est, enfin, voilà, soit vous rentrez dans le fanatisme aussi, soit vous n'arrivez pas à faire entendre raison. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup, beaucoup de mal. Et puis après, on a eu des votes qui sont des votes sur lesquels il peut y avoir débat. Par exemple, sur les multinationales, sur les grandes entreprises du numérique. Là-dessus, il peut y avoir débat, si vous voulez, parce qu'il y a des enjeux là de non-fraude, de lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale abusive. Alors, mais dans l'ensemble, oui. Non, dites-moi, je vous couper. Dans l'ensemble, on a un nombre d'amendements qui visent vraiment à pénaliser le succès économique, qui visent vraiment à jeter le doute en fait sur l'enrichissement. Et c'est toujours après le même argumentaire, c'est-à-dire on vous dit en fait vous êtes enrichi de façon anormale, injuste. Alors voilà, la notion de justice fiscale, justice sociale, c'est toujours des termes qui pour moi n'ont aucun sens parce qu'on met ce qu'on veut derrière, hein. Bientôt on va créer la justice esthétique. Enfin voilà, il y a la justice et il y a le reste. Et donc on considère que l'enrichissement est indu et pour cela vous devez payer un impôt supplémentaire. Ça c'est souvent ça. Alors qu'il faut travailler sur la cause et pas sur la conséquence. Sinon c'est trop facile. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que je pense qu'on a une incompréhension des principes. Le principe sur l'impôt en France, c'est l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 13, il nous dit certes que l'impôt doit être réparti à proportion des capacités de chacun. Il nous dit surtout que l'impôt doit être utilisé, 1, pour les forces de l'ordre et 2, pour les dépenses d'administration. C'est-à-dire que le champ de l'impôt, en fait, est infiniment plus restreint et qu'il est conçu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que notre conception actuelle, où aujourd'hui, tout est fiscalisé d'une façon ou d'une autre. C'est parce que, en fait, l'utilisation de l'impôt couvre toute la vie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, dans la dernière proposition des députés LFistes, donc ils voulaient créer un impôt, ou plutôt une cotisation, sur la mort pour pouvoir prendre en charge les obsèques. Vous voyez ? Et donc, comme d'habitude, ça commence par une cotisation, mais en fait, ça devient un impôt. C'est-à-dire, finalement, c'est financé par tout le monde. Et donc, ça devient, comme le dit la citation, c'est l'État, c'est la fiction selon laquelle chacun vit au détriment des autres, quoi. Sur cette taxe des entreprises, et on reviendra ensuite sur la taxe Zuckman, mais sur la position même vis-à-vis des entreprises de la part
du gouvernement, donc pour le moment, surtout de la Macronie et de la gauche. On a l'impression que dans leur esprit, comme les entreprises produisent de la richesse, eh bien en fait, c'est le nouveau grenier dans lequel ils vont pouvoir aller piocher pour compenser justement les pertes dues à la mauvaise gestion donc de Macron et de ses amis. En réalité, on a le même Emmanuel Macron qui, la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, nous vend le fameux salon Choose France pour expliquer à quel point, justement, c'est génial de venir installer une entreprise en France. Il y a un décalage énorme entre ses postures, surtout à l'international, et la façon dont il veut traiter les entreprises réellement en France. En fait, il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est que structurellement, on n'a pas les conditions d'attractivité et de développement des entreprises sur quasiment tous les critères. Le critère réglementaire est insupportable, c'est les entrepreneurs qui nous le disent, y compris étrangers. Le critère fiscalité du capital, des revenus du capital, est supérieur à la moyenne de l'OCDE. Le critère fiscalité du travail, donc y compris pour les employés, est supérieur à la moyenne de l'OCDE de façon substantielle, hein, quasiment 34%. Donc, on n'a pas les conditions d'attractivité. Notre marché, c'est pas un marché gigantesque, le marché français. Alors certes, un pouvoir d'achat relativement élevé, mais c'est pas un marché gigantesque. Et pour autant, on a quand même ces tentatives. Parce qu'en fait, il faut tenir compte d'un élément, c'est qu'on est dans un pays qui est extrêmement étatisé, et que si vous voulez faire venir une boîte, alors voilà, vous allez avoir des investissements, mais en contrepartie, vous allez mettre des subventions. Si vous voulez faire venir une grosse entreprise, comme c'est souvent le cas, si vous regardez la plupart des entreprises, vous allez, voilà, je prends à gauche, je donne à droite. Ce qui fait que c'est ainsi que l'État légitime son intervention et son rôle, sa fonction. Il pourrait très bien ne pas prendre à gauche pour moins donner à droite. Ou ne pas donner à droite, voilà, prendre beaucoup moins à gauche pour ne pas donner à droite. Donc ça, c'est une particularité, à mon avis, assez française, où on a un État relativement interventionniste sur cette base-là, alors qu'on a des conditions premières extrêmement, enfin, très dégradées, très dégradées. Ouais. Il y a un décalage énorme entre le taux de prélèvement obligatoire, vous l'avez rappelé, il est le plus important d'Europe, plus élevé, et donc le niveau de service public. Vous le rappeliez, l'impôt initialement, il est conçu pour pouvoir financer les forces de l'ordre et l'administration. C'est comme ça que ça a été pensé. Aujourd'hui, vous l'avez dit, ça dépasse largement ce cadre, mais quand bien même on se contenterait d'analyser les résultats en termes de sécurité, en termes de fonctionnement administratif de la France aujourd'hui, on ne comprend pas comment avec un tel taux justement de prélèvement obligatoire, on peut avoir un si mauvais niveau d'efficacité et de service pour les Français. Absolument. Vous regardez, vous avez une performance quand même relativement inférieure à celle de l'Allemagne, et vous avez 20% de fonctionnaires en plus. Donc là-dessus, il y a quand même un exercice qui doit être conduit. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est le diagnostic est connu. Le diagnostic est connu. Moi, c'est un diagnostic que je connais depuis que j'étudie les finances publiques. Donc toutes les personnes qui étudient les finances publiques, à part les fanatiques, et j'espère qu'ils ne sont pas la majorité, toutes les personnes qui étudient les finances publiques connaissent le diagnostic. Simplement, il y a un effet de cliquet, c'est-à-dire que plus vous mettez des couches de fiscalité, plus en fait c'est difficile de revenir en arrière, parce que plus vous créez en quelque sorte des obligés à travers les subventions, à travers les crédits d'impôt que vous mettez en place, etc., etc. Donc plus vous étendez votre mainmise sur l'économie et sur la société en général, hein, parce que ça ne concerne pas que les entreprises, ça concerne les ménages, ça concerne plein de choses. Et donc plus il devient difficile de revenir en arrière là-dessus. Je vois pas d'autre raison. En fait, le problème n'est pas économique, puisqu'il n'est pas de connaissance ou de compréhension du problème. Le problème est de courage, à mon avis. Alexandre Légré-Pilot, on reste avec vous. Je rappelle aux auditeurs donc, qui nous rejoindraient en cours de route que vous êtes député UDR de la 5e circonscription du Gard. Vous travaillez actuellement donc, sur notre budget. Et dans quelques instants, on retrouvera Richard Dessèze. Il nous présentera une chronique de quelques minutes. Et puis, il terminera cette discussion avec nous. Sur la taxe Zuckman, Alexandre Légré-Pilot, il y a beaucoup de Français qui étaient soulagés qu'elle soit abandonnée. Alors que pourtant, c'est vrai que présenté comme tel, il n'était pas visé par cette fameuse taxe qui vise les plus riches. Vous l'avez dit, il faut malgré tout toujours se méfier des plans de la gauche et de la Macronie. Ils ont cette façon de vouloir entrer en expliquant que ça ne visera qu'une minorité. Et puis au bout du compte, on s'aperçoit que
la portée de ce genre de loi finit toujours par toucher une majorité de Français. Vous le dites, on ne s'en rend plus compte, mais le niveau de vie a tellement baissé qu'aujourd'hui, même les députés eux-mêmes font partie de ces 10% de la population les plus riches. Et plus le niveau de vie diminue, et plus on pourrait étendre la taxe Zuckman en se disant, tiens, les plus riches, finalement, c'est cette fameuse classe moyenne aussi. Est-ce que c'était une analyse réaliste, ou est-ce que là, on pourrait me dire, bon, on extrapole quand même un petit peu? Alors, plusieurs choses. Les députés font même partie en revenus des 1% les plus riches, puisque Zuckman aime bien intégrer les revenus professionnels. Donc, si on compte notre indemnité, nos frais de gestion, enfin nos indemnités de fonction, oui, on est dans les 1% les plus riches en termes de députés, en termes de revenus. Déjà en France, si vous importez, si vous laissez entrer une population pauvre tous les ans de façon majoritaire, alors que près de la moitié des foyers, 22 millions de personnes ne payent pas l'impôt sur le revenu, eh bien, naturellement, vous allez vous retrouver avec un besoin de fiscalité, une fiscalité qui va augmenter sur des personnes qui se trouvent aujourd'hui au milieu de catégories socioprofessionnelles. Donc ça, c'est un peu c'est mécanique, hein, si vous voulez. Ça, c'est le point clé. Après, les Français n'étaient pas... Dans les sondages qu'on nous sortait, les Français étaient très favorables à cette taxe aussi. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a un matraquage médiatique qui a été organisé pendant presque, je pense, 1 mois et demi ou 2 mois autour de cette taxe. Si vous voulez, enfin, moi, au-delà de la dimension purement économique de la chose, je suis très, très interpellé par la structuration démocratique de notre société, par comment on constate qu'il y a des sujets qui sont montés en épingle par les médias qui ont vraiment pignon sur rue et qui arrivent, avec quelques incohérences politiques ou de relais d'opinion, à vraiment faire tourner un sujet en boucle à partir de rien. C'est-à-dire que le truc est sorti de nulle part, Ouais. et puis tout d'un coup, c'était omniprésent sur toutes les... Alors moi, je regarde beaucoup ça, donc peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'était omniprésent sur toutes les chaînes, quasiment sans aucun contradicteur. Les contradicteurs qu'il y avait en général, c'était des journalistes, quoi. Donc c'était pas des économistes du niveau en termes de temps passé de Gabriel Zuckman. Et donc en fait, dans ces conditions-là, le français à qui on explique à quel point c'est bien une demi-heure par jour pendant 4 semaines, au bout d'un moment, il dit bah oui, c'est bien. Ouais, ouais, bien sûr. Donc moi, ça me Aujourd'hui, dites-moi, pardon. ce genre de fonctionnement me terrorise en fait. Voilà. Au-delà de la Ouais. question Zuckman. Ouais, il terrorise beaucoup de Français, et je pense que malgré tout, on est quand même une majorité à s'en rendre compte petit à petit. Aujourd'hui, l'UDR est considéré comme le parti libéral de l'Assemblée nationale. Sur ce budget, vous vous alliez beaucoup avec le Rassemblement national, hein, qui, lui, encore une fois, Alexandre de Galzin l'a rappelé ce matin, il est accusé d'être nazi, rien que ça, hein, ni socialiste ni libéral, il est nazi. Euh, toujours dans la mesure, on remercie Caroline Michel-Aguirre, grand reporter du Nouvel Obs, pour cette analyse brillante. Comment est-ce que vous considérez, vous, cette alliance donc avec le Rassemblement national sur des questions de budget, puisque, on le sait, vos positions, vos visions peuvent être un peu différentes? Oui, ça peut diverger. Alors, il faut se dire que sur l'essentiel des votes, on est quand même en commun. Puisque l'essentiel des votes du RN, même si là, ce qui ressort aujourd'hui, c'est ce qui a été voté, en fait. Mais l'essentiel des votes du RN, ça a été des votes pour écarter l'impôt, hein. Je pense qu'il faut se le dire. Et là-dessus, on est hyper alignés. Effectivement, on a divergé sur l'impôt sur la fortune improductive. On a divergé sur les taxes sur les multinationales. Voilà, sur ces 2 points-là. Mais c'est des points sur lesquels il peut y avoir débat, hein, si vous voulez. Les zémouristes eux-mêmes voulaient augmenter la taxe, enfin, voulaient cette taxe sur les multinationales à l'époque, en 2022, quand Zemmour s'exprimait. Donc, euh, on n'est pas 100% aligné avec le RN là-dessus, et c'est pour ça qu'on a deux partis différents. En fait, c'est parce qu'on a un positionnement qui est complémentaire et qui n'est pas copié-collé sur tous les sujets. Donc, il ne faut pas oublier que le contre-budget du RN, si on le regarde, c'est quasiment 100 milliards d'euros d'économie aussi. Voilà, il y a une position qui est beaucoup plus proche de la nôtre que des autres députés, enfin des autres groupes parlementaires. Je pense que voilà, il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent qui nous séparent. Oui. Et puis, au-delà de cet aspect budgétaire, euh, en fait, si vous voulez, moi j'avais un supérieur qui m'a dit une fois, écoute Alexandre, une économie, ça redémarre, une nation, ça meurt.
Donc il faut avoir une pyramide de Maslow très claire. Et avec le RN, on est très très clair là-dessus. On essaie d'éviter que notre nation meure, l'économie étant fondamentale, mais la priorité, c'est d'éviter que notre nation meure. Et il faut être d'accord là-dessus. Ouais. Bon, je pense que là-dessus, même les auditeurs vous remercient. Et je pense que finalement, cette question-là, c'est probablement la question fondamentale qui devrait être portée par tous les partis. Vous commenciez cet entretien en disant que justement, il n'y avait plus de fondamentaux communs entre les différents élus. Et donc, je pense que l'intérêt de la France devait en faire partie. Donc, on se réjouit au moins que ce soit commun à l'UDR et au Rassemblement national. Alexandre Allègre-Pilot, on vous retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous. On va finir cette discussion avec Richard de Sèze. Mais pour le moment, il nous présente en quelques minutes sa chronique. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Je vais vous parler de Macron aujourd'hui parce qu'il est de retour sur le terrain. Mais oui, c'est l'AFP qui nous le dit. Il va se rendre aujourd'hui aux assises de l'économie de la mer à La Rochelle avant de débattre avec des jeunes de l'impact des réseaux sociaux sur leur vie quotidienne. C'est les collégiens et lycéens de Rochefort donc qui auront le droit à ça. Et on se dit mais c'est génial parce qu'il y a pas longtemps il était ailleurs, il était évidemment du côté de la région des Grands Lacs où il a promis 1,5 milliard parce que c'est pas comme si on en manquait en France, donc il a promis 1,5 milliard aux gens des Grands Lacs et il avait un agenda mais hyper chargé. Il s'entretenait avec John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, avec Nicole Pachinian, premier ministre de la République d'Arménie, avec Faure Gnassingbé, président du Conseil de la République togolaise, avec Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Et quand il s'en tenait pas, il avait, je cite, un événement de haut niveau en marge de la conférence ministérielle de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Emmanuel Macron, il a des événements de haut niveau quand il est là-bas, puis après il a des événements de bas niveau quand il est en France. Il va rencontrer des lycéens en Charente-Maritime, il sait pas quoi faire. En fait, on lui a dit, écoute, tes événements de haut niveau, là tu planes au-dessus de la mêlée, t'es une espèce de phénix, t'es un goéland, t'es un albatros, il y a tes ailes de géant qui t'empêchent de marcher, va traîner tes guêtres, va traîner tes ailes du côté de la Charente-Maritime, tu vas parler aux gueux, tu vas te tremper dans la fange, tu vas faire un événement de bas niveau, on va pas le marquer comme ça dans ton agenda parce qu'évidemment on aurait l'air un peu blaireau, mais voilà, et donc il est retombé, et là il retombe et avec nous, alors d'abord il est tombé au niveau de sa cote de popularité, hein, là effectivement c'est un peu compliqué d'avoir des ailes de géant, là il a plutôt des ailes de roitelet, dire c'est un peu bizarre, c'est un goéland avec des ailes de roitelet, ça marche pas bien, et donc il est en France pour nous expliquer comment ça va bien, et pour nous expliquer vraiment comment ça va bien, il a décidé de lancer un événement Choose France pour les Français. D'habitude, il lance des trucs Choose France, mais pas pour les Français. Il lance des trucs Choose France, en fait, pour les étrangers. Et les gens, ils sont reçus au Palais de Versailles. Et Macron, on a signé pour 20 milliards, on a signé pour 40 milliards. C'est un peu comme le bingo dans le Nord. Et c'est génial. Alors, et comme ça, et les gens disent, mais c'est incroyable, le président, il est capable de signer des 40,8 milliards d'euros le lundi 19 mai. Alors, après, on regarde un peu. En fait, il y avait 20 milliards d'engagements qui étaient déjà décidés. Hein. Puis après, on demande des économistes, et vous en pensez quoi de Choose France? Et ils disent, ouais, c'est une bonne opération de com, mais alors, d'une part, c'est quand même un peu gênant qu'on soit obligé de battre le tam-tam pour faire venir les gens. Ça prouve qu'en fait, c'est pas super attractif. Et puis surtout, il y en a qui disent, le stock d'investissement direct à l'étranger entrant rapporté au PIB a bien augmenté depuis 2013, comme dans la majorité des pays européens. Alors, en fait, Macron, il fait comme tout le monde. Et il fait pas mieux. Mais il en parle vachement. C'est des événements de haut niveau de Choose France, hein. Moi je peux vous le dire. Alors, et il ne faut pas se mentir, la plupart des investisseurs décident d'investir ou pas, indépendamment d'une réception à Versailles. Ça, c'est les économistes qui le disent. Puis après, ils disent, mais c'est un peu gênant, c'est que en fait, d'une part, l'investissement des entreprises non financières a reculé en France. Et d'autre part, en fait, les gens investissent dans plusieurs trucs. La logistique, autrement dit, on est en train de recruter des employés pour les entrepôts Amazon. Le tourisme, la France c'est devenu un pays musée. Et l'audiovisuel, ça veut dire que Netflix a investi à Marseille pour Courtrage-Mai. Voilà. Et ça, c'est Choose France. Hein. Voilà. Et pendant ce temps-là, les aciéries de Bonpertuis, qui existaient depuis 500 ans, viennent de mettre la clé sous la porte. Ça c'est la vraie France. Pendant ce temps-là, les emplois industriels fondent, en fait.
Les régions fer de lance, comme les Hauts-de-France, ont perdu 40% d'emplois industriels. Le Grand Est a perdu 44% d'emplois industriels. La Bourgogne-Franche-Comté a perdu 41% d'emplois industriels. Alors je mens, évidemment. C'est pas 40%, c'est 39,6%, c'est pas 44%, c'est 43,9%. Ça, c'est de la désinformation. C'est pas 41%, c'est 40,9%. Je me suis permis d'arrondir au dixième de pourcentage supérieur. Et comme ça, l'Île-de-France aussi a perdu 40,3% d'emplois. En fait, sur les 5 dernières années, on a perdu des dizaines de milliers d'emplois industriels. Choose France, mon gars, Choose France. Bah, heureusement qu'il va en parler aux étudiants à Rochefort. Hein. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? Eh ben, on va faire un événement de Choose France justement pour les Français. Alors on va pas le faire à Versailles parce que Versailles ça coûte cher, c'est pour les gens rupins, c'est pour les émirs du Qatar, c'est pour les gros bonnets américains. C'est pour les événements de haut niveau. Mais ouais, alors là c'est un événement de bas niveau, c'est un événement d'un président à 11% et donc lui il va faire ça à la Maison de la Chimie. Hein. Voilà, et il va y avoir des gens qui vont venir et on espère qu'ils vont investir, des gens français. Et dire, il serait bien bête de pas investir parce que plus ils vont sortir la thune, plus ça permettra à Boris Vallaud, aux autres de dire, bah, vous voyez bien qu'ils ont de l'argent, on va leur piquer. Alors c'est un vrai message qu'on peut adresser à tous les entrepreneurs français. Venez vous faire lister à l'événement de Choose France, venez vous faire désigner à la vindicte publique des socialistes et de LFI qui pourront expliquer que puisque vous avez choisi d'investir en France, qui est en fait le seul véritable emploi, évidemment, qui permet le seul véritable emploi de cet argent, qui permet de véritablement réindustrialiser la France. Hein. C'est pas parce qu'on décide d'avoir 20 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle en faisant travailler 5 ingénieurs informatiques qu'on va véritablement sauver la France. Non, ça, on va vraiment le faire, mais c'est un événement de bas niveau. C'est un événement à la hauteur du camarade Macron, qui comme ça est en train peu à peu de nous expliquer que évidemment tout va bien. Quand il nous explique pas que tout va bien, il fait des trucs un peu bizarres. Voilà, comme par exemple valider le Mercosur. Alors, il a validé le Mercosur. Il a expliqué, par exemple, lors du dernier Conseil européen, le 23 octobre, que tout va dans le bon sens. Alors, ça veut dire quoi que tout va dans le bon sens ? Ben, ça veut dire qu'en fait, que rien n'a changé, que le Mercosur va s'appliquer, que les agriculteurs français vont être absolument ruinés. Et il a validé quelque chose dont il déclarait qu'en fait, en février, que c'était inacceptable. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Rien. Il paraît qu'il y a des clauses. Mais alors, est-ce que les clauses sont contraignantes ? Absolument pas. Les clauses ne sont pas contraignantes. Par exemple, je cite un article du Monde, qui d'ailleurs est rédigé par des gens qui n'aiment pas Macron, je tiens à le dire. Même en admettant que les clauses voient le jour, le suivi des produits agricoles sensibles prévus par la Commission sera impossible à réaliser pour plusieurs catégories d'importation. L'exemple du bœuf est parlant. La coupe d'aloyaux, particulièrement vulnérable à la concurrence, ne correspond à aucune ligne tarifaire dans le code des douanes. Sans ligne, pas de suivi. Sans suivi, pas de protection. Et voilà, ça c'est un accord satisfaisant. Bah, tous ceux qui élèvent du bœuf en France, ils vont être contents. Voilà, on a lâché sur le Mercosur, mais on a lâché aussi 1,5 milliard pour participer à la conférence ministérielle de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Alors évidemment, c'était un événement de haut niveau, c'est les Grands Lacs, c'est pas un truc de bas niveau avec un petit truc qui s'appelle la Petite France. Hein. Voilà, il y a les Grands Lacs, bah là on file de la thune, et puis il y a la Petite France, et ben on donne rien. Et plutôt on essaye d'en prendre à ceux qui en ont encore un peu. Alors bon, de temps en temps, on se dit, mais y a-t-il un espoir ? Est-ce que malgré tout, cette présidence lamentable nous apporte quelques motifs de satisfaction ? Même pas. Il paraît que Brigitte Macron est une sale traîtresse. Elle ne voulait pas d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vous vous rendez compte ? C'est un ouvrage sur l'histoire du rap français qui vient de nous le révéler. Les proches de Brigitte Macron auraient fait fuiter des informations sur la présence de l'artiste pour incarner la France à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris pour mieux torpiller le projet. Ils comptaient sur l'extrême droite, en fait. Voilà, ils ont dit, on va dire aux gens qu'il y a Aya Nakamura qui parle, et Aya Nakamura, comme elle est très mauvaise, les gens ils vont protester. Alors sauf qu'il y a que l'extrême droite qui a protesté, c'est l'extrême droite qui a dégainé en premier. Là, ils croyaient que tout le monde allait dire, ben non, Aya Nakamura, elle est nulle, et en fait non, pas du tout. Les gens ils ont dit, Aya Nakamura, c'est un symbole de la France métissée, c'est un symbole de la France créolisée. Je cite le bouquin, je cite les articles. C'est un symbole, c'est une femme forte. Elle est capable de dire Dja, et ça, c'est tout le monde n'en est pas capable. Elle est en train de réinventer le français, monsieur. Il n'y a que les nationalistes recuits qui ne sont pas contents. Alors et voilà, donc c'est fini. Même Brigitte Macron réussit à faire couler un peu le président. Et il y a quand même une minuscule lueur d'espoir. Je n'aurais pas terminé cette chronique sans l'évoquer. Le jeune François-Henri Désérable se souvient qu'il a eu comme professeur de français Brigitte Macron qui lui a dit « Remontez votre pantalon, jeune homme ». Voilà. Alors, je fais exprès d'oublier le contexte. Hein. Alors voilà, mais
tapez Brigitte Macron, remontez le pantalon jeune homme. Alors, c'est pas exactement ce que vous croyez, mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un qui aura marqué. Entre le fait de vouloir faire rendre tricard à Aya Nakamura et le fait de s'intéresser au pantalon des jeunes hommes, visiblement, elle avait l'œil dans les lycées où elle enseignait le français. Brigitte Macron sera peut-être celle qui permettra à Emmanuel Macron de rester dans l'histoire, pas simplement comme le goéland aux ailes de Roitelet, vraiment cloué au sol dans des événements de bas niveau dans un pays de basse extraction, mais au contraire comme quelqu'un qui a réussi à propulser sa femme au fait de la popularité. Merveilleux. Merci Richard pour cette chronique. Et je vous en prie. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être avec nous ce matin. Dans quelques secondes, on retrouve Alexandre Allégret-Pilot qui discutera avec Richard Dessaize. On va continuer de parler de Macron, je pense. Je vous rappelle que si vous aimez la radio, eh bien, il faut l'aider à poursuivre sa mission. On vous informe avec cette liberté de ton que vous n'entendez pas ailleurs. Et sachez que c'est grâce aux 2% d'auditeurs qui nous donnent quotidiennement. Donc rejoignez l'aventure. Il nous faut 200 000 € avant décembre, chers auditeurs. Ça tombe bien, c'est l'anniversaire de Radio Courtoisie. Dans 3 jours, elle aura 38 ans. D'ailleurs, il y a une messe qui est organisée le 22 novembre prochain. On en reparlera tout à l'heure, mais sinon, vous allez sur anniversaire.rc.fr. Et donc, soutenez Radio Courtoisie pour qu'elle vive au moins 38 ans de plus sur soutenir.rc.fr ou par vos chèques au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Ouais, et vos dons sont déductibles des impôts, donc c'est vraiment une bonne opération. Merci d'avance, chers auditeurs. On continue avec Richard Dessaize et Alexandre Allégret-Pilot. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Alexandre Allégret-Pilot, je vous laisse peut-être réagir déjà à la chronique de Richard Dessaize que vous avez entendue et qui mentionnait également ce fameux salon de Choose France dont nous discutions il y a quelques minutes et donc le décalage entre ce que prévoit pour le moment le budget, enfin en tout cas les entreprises françaises qui se retrouvent dans le viseur de ce budget et la volonté d'Emmanuel Macron de faire croire que vraiment la France aujourd'hui c'est la terre de toutes les promesses pour les entrepreneurs français. D'abord, je suis plié, hein. Vraiment bravo pour cette chronique. Oui, c'était très drôle, Richard. Il y a plusieurs remarques, je me suis dit plusieurs choses. Premièrement, on parle des investissements étrangers en France. Effectivement, il y a 800 milliards de stock d'investissements étrangers en France. Ça paraît énorme et c'est très important. Pour autant, le stock des investissements français à l'étranger, c'est 1600 milliards. C'est le double. Donc les Français préfèrent quand même majoritairement investir à l'étranger plutôt que les étrangers investir en France. Après, sur la question de Choose France, ça montre à mon avis quelque chose aussi qui est une sorte de... je ne vais pas dire d'égocentrisme, mais disons que je pense que notre président est convaincu que sa seule personnalité, le fait d'aller serrer la main et de regarder droit dans les yeux un grand patron de multinationale et de l'appeler par son prénom, de lui tapoter sur l'épaule, compense l'ensemble des défauts de notre pays, de son manque d'attractivité. Et donc il y a une ultra-personnalisation, à mon avis, d'Emmanuel Macron, en tout cas dans son esprit, qui fait qu'il pense qu'il suffit en fait d'aller dîner avec quelqu'un pour avoir un engagement d'investissement de 150 millions à Nanterre ou à Dunkerque. Et après, sur l'autre point, par rapport à la ronde d'Emmanuel Macron à l'étranger et en France, on voit qu'il y a deux aspects à la fonction présidentielle. Il y a un premier aspect qui est très très aride, en fait, qui est celui de la décision un peu de haut niveau, des enjeux très forts qui pèsent sur la nation, et puis il y a celui des vanités. Et je pense que les vanités ont pris le dessus, et qu'on a des élus, ça ne concerne pas qu'Emmanuel Macron, hein, ça a pu concerner Bruno Le Maire à une époque, voilà, qui prennent beaucoup de recul par rapport à l'importance de la fonction qu'on leur a confiée, de la mission qu'on leur a confiée, de leur mandat, et en fait se noient dans les vanités. Et ces vanités, en fait, balayent le reste à bout d'un moment. Elles deviennent. On voit plus que ça. Moi, personnellement, je vois plus que ça. Je vois plus que les vanités. Je vois pas le fond. Je me rappelle, alors, on parle des investissements dans les Grands Lacs ou des dons sur les Grands Lacs. Déjà, quand j'étais à Bercy en 2022, on avait une ligne de crédit dans le cadre des Jeux Olympiques où on donnait 1 million d'euros pour organiser une course en Éthiopie. Vous voyez, je suis pas sûr que ça répondait à l'intérêt des Français à l'époque, ni maintenant. Voilà, les vanités prennent le pas sur l'avenir de la France, alors que c'est ce qui devrait occuper l'esprit de ses dirigeants de façon relativement aride. Hein. Alors effectivement, et ces vanités, on en parlait hier dans Restons Courtois, en fait, ce sont des centaines de millions d'euros qui échappent à tout contrôle
de la part des Français. Voilà, il y a une espèce de cassette à discrétion. En dessous de 100 millions, personne ne contrôle. Et donc, Emmanuel lâche à tout vent. Je voudrais vous interroger sur cette histoire du Mercosur et de vous demander comment, en tant que député français, vous recevez la parole d'un président qui a expliqué d'abord par la voix de son parti pendant des années à quel point il était absolument nécessaire de soutenir l'Union européenne, ensuite par la voix de ses partis et de ses sbires qu'il était absolument nécessaire de voter systématiquement la confiance à Ursula von der Leyen, ce président et son parti ont systématiquement soutenu tous les accords de libre-échange et brusquement sur le Mercosur prétendent que c'est un scandale, ne font rigoureusement rien et finissent, alors qu'ils n'ont rigoureusement rien obtenu de concret, puisque, rappelons-le, le Mercosur va être voté et donc va commencer à s'appliquer avant que la partie sur les clauses restrictives ne soit elle-même votée, ne puisse s'appliquer, sachant qu'en plus ces clauses restrictives nécessitent, dans le temps de l'Union européenne qui n'est pas celui du temps d'une vache qui naît, qui vèle et qui meurt, 3 ans pour être mis en garde. Donc une clause de sauvegarde, c'est au bout de 3 ans d'analyse minutieuse du fait qu'il y a une catastrophe, on décide d'activer quelque chose. C'est un peu d'ailleurs comme les espèces nuisibles. On est envahi, on met 3 ans avec l'Office national de la biodiversité pour vérifier qu'on est bien envahi et que c'est bien une catastrophe. Et une fois que les insectes, les plantes ou je ne sais quelle bestiole ou plantule c'est bien installé, on explique qu'effectivement il y a une catastrophe naturelle. Donc qu'est-ce que vous pensez d'un président qui fait le contraire de ce qu'il promet, qui explique en permanence que tout est bien parce que, étant donné qu'il n'a rien pu faire, forcément, à l'arrivée, c'est mieux? Plusieurs choses. La première, c'est qu'on a un gros problème dans le débat public, et ça vient d'en haut, c'est que on accorde plus d'importance à l'affichage de valeurs qu'à l'esprit critique. Et là, typiquement, c'est le cas. Voilà. Donc, il faut s'afficher en européen. Quoi que ça puisse impliquer, par définition, voilà, il faut s'afficher en européen. C'est considéré comme une valeur positive. L'esprit critique est négatif là-dessus. L'affichage de vertu prend le pas sur le pragmatisme, qui fait qu'au bout d'un moment, on a des personnes qui ont des positions qui sont caricaturales. Et donc, je vois bien la critique qu'on entend souvent sur les Trumpistes, etc. Mais en fait, les premiers à avoir une position caricaturale sont ceux qui nous disent il faut être européen, il faut être européen, il faut être européen. Sous-entendu, il faut accepter tout et n'importe quoi dès lors que c'est poussé au niveau de la Commission européenne. Ça, c'est le premier point qui montre que la caricature n'est pas forcément là où on croit qu'elle est. Deuxième élément, c'est je pense que nos dirigeants, et ça c'est lié aux vanités, misent beaucoup sur la faiblesse de la mémoire des Français. Sur tous les sujets. Vous regardez les positions de vote totalement incohérentes dans le temps, vous regardez les alliances totalement incohérentes dans le temps, vous regardez les accords internationaux. Donc, je pense qu'on va oublier tout ça. Ça va, au bout d'un moment, se faire et être accepté. Et surtout, et on revient toujours au problème du socialisme français, noyer dans l'impôt. Parce que ça permet de rendre la chose indolore. C'est-à-dire que vous avez mal, mais vous ne savez plus d'où ça vient, au bout d'un moment. Parce qu'il y a d'autres pays, si vous prenez des pays peut-être beaucoup plus libéraux, où quand vous avez un choc, vous le sentez vraiment passer. Donc vous savez d'où vient le problème. En France, vu qu'on noie tout ça sur une couche d'impôts, vous le prenez quand même le choc, mais il est diffus. Il est diffus, donc vous ne savez plus où ça vient. Donc le Français, à un moment, il ne sait plus pourquoi ça ne va pas. Et ça se sent aujourd'hui parce que vous parlez déjà avec des gens sur les marchés, ils disent quoi? Ils disent il y en a marre. Et vous demandez il y en a marre de quoi? C'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que le choc, la douleur est diffuse. Donc tout ça est diffusé dans l'impôt, tout ça est noyé dans l'impôt. Sur la question de la compétence du député par rapport au Mercosur, elle est simple, elle est quasiment nulle. Donc on a fait des propositions de résolution, c'est tout ce qu'on peut faire. Ce que cela montre aussi, au-delà de la position d'Emmanuel Macron, parce que c'est pas le premier là-dessus, c'est l'échec total de la politique européenne de la France. Vous passez de pays quasiment sortir de la guerre, quasiment gagnant, dominant, dans le Conseil dans le Conseil européen, on pourrait dire, à quelqu'un qui a un pays qui se fait écraser par les Allemands quand même. Sur le Mercosur, c'est quand même une illustration de type de vendre des machines à outils et des voitures au Brésil et puis importer de la viande. Donc peut-être que nos vignerons ils gagneront un petit peu, mais dans l'ensemble, la France y perd largement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été capable d'imposer des agents français patriotes au niveau européen. Donc en fait, les gens qu'on retrouve au niveau européen sont largement des gens européistes au sens BA du terme, et pas au sens pragmatique du terme, alors qu'on veut des gens qui soient européistes au sens pragmatique du terme, le cas échéant.
Et puis, l'autre point que moi, je n'avais pas en tête, que vous soulevez, c'est l'échec interne. Parce que moi, si vous me dites qu'il faut moderniser le code des douanes et que ça n'a pas été fait, ça, c'est extrêmement grave. Et si ce n'est pas prévu, c'est encore pire. Alors, c'est encore pire. Vous dites qu'il n'y a rien à faire à la Chambre pour le Mercosur. Si je ne m'abuse, ce genre de traités internationaux doit être validé par les parlements nationaux. Alors ça, c'est in fine que ça arrive. Et je crois qu'on va se retrouver ça va être surtout validé au niveau européen, je pense. Mais parce que, et normalement, si je ne m'abuse, si plusieurs parlements nationaux rejettent cet accord, il y a une possibilité, en fait, que l'accord soit rejeté. Je crois que à partir de, s'il y a au moins quatre nations différentes dont les parlements nationaux rejettent l'accord, les règles de l'Union européenne prévoient. Alors d'abord, elles prévoient que l'accord s'applique par principe dès qu'il est signé, avant même que tout le monde l'ait ratifié, ce qui est génial. C'est la vraie Union européenne. Mais malgré tout, donc il y aurait une possibilité. Est-ce que vous pensez que les députés français sont capables, sur le Mercosur, de réaliser là aussi une union sacrée, de réaliser quelque chose qui transcende les clivages, ou au pire, à défaut que ce soit tous les députés français qui décident d'avoir le sens de la France, est-ce que on a un petit exemple d'union des droites possible, où du Rassemblement national jusqu'à l'aile droite d'Horizon, on va rééditer l'exploit de la semaine dernière? C'est possible, je pense qu'il y aura aussi LFI dedans, à voir, mais c'est possible. Après, il suffit juste de retarder au maximum le vote par l'Assemblée en question, d'avoir un décalage dans le temps entre les différentes assemblées pour qu'il n'y ait pas disons, d'émulation entre les différentes assemblées. Il y a une petite ingénierie européenne et parlementaire qui peut être déployée, à mon avis. Donc, je ne suis pas hyper confiant sur la capacité à rejeter ça, même si vous savez déjà la position de mon groupe là-dessus. Oui. Voilà. Et les Allemands ne le rejetteront pas. Enfin, à voir, hein, mais là-dessus, je ne suis pas très confiant. Le problème de fond, au-delà de ça, en fait, au-delà de cet accord, hein, c'est que on est dans un pays où on a tout fait pour en faire un pays de consommateurs et pas un pays de producteurs. C'est ce que vous soulignez sur la désindustrialisation. C'est ça aussi, hein, c'est que toutes les politiques publiques qui ont été mises en œuvre, c'est des politiques qui ont toujours été, enfin moi c'est mon analyse, en faveur du consommateur au détriment du producteur. Et donc en fait, on finance la consommation d'individus sur les enfants qu'ils n'auront pas avec des étrangers dont ils ne veulent pas. Donc si vous voulez, il y a un problème de fonctionnement global là-dessus, quoi. Alors, il y a un autre problème de fonctionnement. Est-ce que, à votre avis, l'union des droites, il y a un exemple, Alexandre de Galzin en parlait dans le Flash, voilà, à Bourg-en-Bresse, c'est un député, c'est un élu Reconquête qui va mener une liste d'union des droites, donc qui réunit vraiment les gens de droite sur sa liste de quelques bords, de quelques partis qu'ils appartiennent. Est-ce que vous avez l'impression que cette union des droites a un avenir, et est-ce que vous avez l'impression que l'UDR va jouer son rôle de pont, ou est-ce qu'au contraire, le poids du grand parti frère va peut-être freiner cette union qui, malgré tout, électoralement, a l'air d'être intelligente? Alors, deux choses. L'union des droites existe déjà, hein. L'Assemblée, on a deux groupes, hein, le groupe RN et le groupe UDR. Hein. Et puis, quel est l'effet, du coup, récemment? Il faut regarder les chiffres. Les chiffres montrent que là, aujourd'hui, on a vraiment une vague d'adhésion qui se fait vers l'UDR depuis les adhérents LR ou les ex-adhérents LR. Donc c'est un pas de plus dans une union des droites forte. Après, c'est pas très dur avec si on regarde les positions les actions des députés LR ce dernier mois, c'était quand même du grand n'importe quoi. Voilà, et c'était effectivement du grand n'importe quoi. Est-ce que vous avez l'impression, malgré tout, et pardonnez-moi, j'insiste, voilà, il nous reste à peine 1 minute et demie, est-ce que vous avez l'impression qu'au fur et à mesure que LR va se rendre compte que et quand même, il se discrédite ou se décrédibilise vis-à-vis du reste de son électorat, qu'ils vont peu à peu essayer de sauver les meubles et de finir par être véritablement à droite? Non, je pense qu'ils seront jamais véritablement à droite. Par contre, je pense qu'ils miseront toujours sur l'amnésie des gens et que ça marchera toujours un petit peu. Et que donc le LR va devenir le PS, c'est-à-dire un parti de cadres sans adhérents. Voilà, donc ils vont se retrouver à 2% de la présidentielle, un truc comme ça. Enfin, c'est le plus probable, si vous voulez. Si vous regardez, il n'y a pas de cohérence dans les positions. Ils vous disent A un jour et B, alors pas le lendemain, le surlendemain. C'est souvent assez bien fait.
Merci beaucoup Richard Dessès d'avoir clôturé cet entretien et surtout merci à vous Alexandre Allègre-Pilot d'avoir été avec nous. Voilà. Merci de parler de façon claire parce qu'encore une fois je crois que les Français ont aussi besoin de ça en ce moment. Je rappelle que vous êtes député UDR de la 5e circonscription du Gard. Et je vous souhaite bien du courage pour ces prochains débats qui auront lieu à l'Assemblée. Vous l'avez dit, c'est beaucoup de communication, chacun qui répète la même chose pendant 7 heures d'affilée. Donc voilà, on imagine que ça vous demandera beaucoup de force morale. On sait que vous en avez, donc bon courage et je vous dis à très bientôt.